Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à ce 15e épisode de la deuxième saison du Balado L'État du monde. Jocelyn Coulon, toujours en ma compagnie, fidèle au poste. Comment ça va? Salut mon cher, ça va très bien, sauf qu'il y a un froid sibérien Ah, mon euh, Dieu. à Montréal. Tu es habitué à ça à Astana, mais sans doute pas à Erevan. Non, c'est plutôt pluvieux aujourd'hui. Ça commence à faire OK. froid, là. J'ai tout juste commencé à partir le chauffage au cours des derniers jours, là. Je sais pas quand est-ce qu'on OK. va avoir de la neige. On Et m'a quand dit, même surprenant, tu es dans les montagnes. ouais, ben la ville est comme dans une cuvette. Tu sais, au loin, OK. je vois le mont Ararat, puis Ouais. qui est de l'autre côté. Mais moi, ce qu'on m'a dit, c'est que dans les montagnes, dans les zones, plus en région, dans les montagnes, en fait, il y a déjà de la neige. OK. Et Yerevan était dans une cuvette. Ouais. Donc, la cuvette est toujours réchauffée, hein, parce qu'il y a le Ouais. chauffage, les Un maisons, etc. microclimat. Ça fait en sorte que ça a tendance à être pluvieux, puis en ce moment, c'est plutôt nuageux. Donc, OK. peut-être c'est le 3 mois de grisaille qu'il y a à chaque année ici en Arménie. J'en saurai plus au cours des prochaines semaines. Bon, ben écoute, cette semaine, on a deux gros sujets, peut-être un troisième si on a le temps. Le premier sujet, ben, on en avait déjà glissé un mot. On cherchait quelqu'un pour en discuter. J'ai fait des approches auprès en particulier un ancien général français à la retraite qui est malheureusement passé dans des préoccupations toutes autres Ah, que la guerre ou l'armée. OK. Donc, il se consacre maintenant à des œuvres de charité, de bienfaisance dans Mhm. des organisations chrétiennes. Donc, il n'était pas disposé à parler de ce sujet-là. Donc, qui est la question de la révolution des drones sur le Ouais. champ de bataille. Ceux qui suivent le conflit en Ukraine savent que c'est une arme maintenant de prédilection qui a fait dire à beaucoup de gens que ça allait causer une révolution pour les guerres du futur, que les guerres du futur allaient être menées principalement par le biais de cette technologie-là. C'est peut-être vrai, on ne le sait pas. Il y a quand même des éléments à considérer qui pourraient peut-être nous amener à penser le contraire. Bref, ça va être le premier sujet aujourd'hui. Et puis, toi, en deuxième partie, le deuxième sujet, tu vas nous parler des grands voyageurs qu'ont été Vladimir Poutine et Emmanuel Macron au cours des derniers jours. Donc, Vladimir Voilà. Poutine qui s'est rendu en Inde et Emmanuel Macron qui s'est rendu pour sa part en Chine. Et puis, on pourra peut-être glisser un petit mot si on a le temps sur la question des frappes par l'armée américaine sur des bateaux vénézuéliens Mhm. qui transportent de la drogue. Beaucoup de personnes ont dit que c'était illégal, que c'était immoral. Donc, on pourra en parler un tout petit peu, même si je n'ai pas une réponse définitive sur cette question-là. C'est plus ce que j'aurais à vous faire part, c'est plus des éléments sur lesquels je cogite depuis les dernières années, mais sans avoir de réponse Mhm. précise. Donc, sans plus attendre, c'est ça. Au cours des derniers jours, j'ai fait beaucoup de recherches. Tu sais, je vais vous montrer la pile de textes que j'ai consultés au cours. Puis ça, c'est une seule des nombreuses piles que j'ai sur la question des drones. En Ouais. Ukraine, comme je disais il y a quelques secondes à peine, beaucoup de gens disent que ça va créer une révolution dans les guerres du futur, donc comment les guerres du 21e siècle à quoi elles vont ressembler. Euh, bon, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que deux choses. Clairement, les Ukrainiens ont été en mesure de bien utiliser cette arme-là en tant qu'élément clé dans leur stratégie et qui leur a permis là, de faire en sorte de freiner, en tout cas, ce Mhm. qui était sur papier en février 2022 la deuxième force militaire du monde, alors que les Ukrainiens, en février 2022, se classaient au 22e rang des forces armées ukrainiennes en termes de puissance, donc avions, chars d'assaut, artillerie, soldats, etc. C'était en 22e position mondiale, puis l'armée russe en deuxième position mondiale. Évidemment, c'est les forces armées américaines qui sont en première position. Donc, il y a un élément très intéressant. Les Ukrainiens ont été en mesure de contrer cette asymétrie-là par l'utilisation de cette arme-là d'une façon très intelligente.
Donc, ils ont été en mesure là, de contrer cette asymétrie-là. Et donc, le meilleur exemple qu'on peut utiliser en guise de comparaison, c'est la bataille de Gaugamélès qui avait opposé Alexandre le Grand au Mhm. roi de Perse, Darius. Donc, le roi de OK. Perse, Darius, on parle d'asymétrie, là, c'est Alexandre le Grand qui a remporté la bataille. Alexandre le Grand avait 40 000 hommes à la Ouais. bataille et le roi Darius, ce sont les estimations contemporaines, avait jusqu'à 250 000 soldats sur le champ de bataille. Et malgré tout, c'est Alexandre qui est en mesure de remporter la victoire. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé une stratégie qui était infaillible. Il a tout simplement, disons, c'était sa ligne de défense, puis sa cavalerie qui était à sa droite, il a simplement fait se déplacer toujours de plus vers sa droite, ce qui a créé un trou Mhm. dans son centre. Puis le roi Darius, ben, quand il a vu le trou, il a fait charger ses troupes dans le trou. Et puis ça a créé lui-même au sein de son centre un trou que la cavalerie d'Alexandre est en mesure Ah oui. d'exploiter. Puis c'est comme ça qu'Alexandre le Grand est en mesure de conquérir la Perse. Puis un autre exemple intéressant, c'est la bataille de Crécy à l'époque médiévale. Vous aviez à peu près de 5 à 10 000 soldats anglais qui faisaient face à 25 000 soldats français. Puis c'était des nobles, c'était la cavalerie lourde de la noblesse française. Puis les Anglais, eux, il n'y avait pas de cavalerie, mais ils se sont planqués au-dessus d'une colline et ils avaient des archers gallois, Ouais. anglais. Et lorsque la cavalerie, et il y avait plu aussi la veille, donc lorsque la cavalerie française a chargé dans la boue, non seulement la cavalerie lourde s'est enlisée dans la boue, mais avec leurs archers, ils ont été en mesure de détruire en l'espace de quelques minutes la cavalerie française puis une partie de la noblesse française. Et c'est ce qui a entraîné le début de la guerre de Cent Ans, cette bataille-là. Donc, vous avez deux exemples ici où une asymétrie entre deux forces opposées par le biais d'une utilisation judicieuse de la technologie et d'une stratégie innovante, a permis à une force armée inférieure en nombre ou moins puissante de pouvoir remporter une bataille. Puis je pense que c'est ce que les Ukrainiens ont montré d'une certaine façon depuis presque 4 ans. Et c'est ce qui a fait dire à plusieurs personnes que le drone, maintenant, est une arme révolutionnaire qui va changer à quoi vont ressembler les guerres du futur. Donc, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que le drone offre trois avantages. Donc, le premier avantage, je viens de le dire, ça permet d'éliminer l'asymétrie entre Mhm. des forces qui sont de puissance inégale, et pour deux raisons principales, parce que ça augmente la portée opérationnelle des forces armées tout en minimisant le risque sur les soldats. Je vais en parler plus longuement des exemples précis. Puis le deuxième argument, c'est que ça amène une forme de démocratisation de l'espace aérien, parce que avant l'apparition du drone, ben, c'était les pays qui avaient des chasseurs, des bombardiers, qui étaient en mesure de contrôler le ciel. Puis lorsqu'on contrôle le ciel, ben, on est capable de détruire à peu près toutes les cibles qu'on trouve Mhm. au sol. Le drone, au contraire, puis évidemment, ben, ça, c'est uniquement les pays qui ont suffisamment d'argent pour se payer des chasseurs de dernière génération. Par contre, le drone, lui, a pour effet de démocratiser l'espace aérien parce que pour une poignée de dollars, pour quelques centaines de dollars, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des FPV drones, c'est des first person view, d'à peu près quelques 2, 3, 4, 500 dollars. Vous en avez des centaines, des milliers dans le ciel qui peuvent essentiellement là, avoir un œil sur tout ce qui se passe sur le champ de bataille. Et ça, ça permet de réduire l'asymétrie. Euh, il y a plus de 100 ans de ça, on disait que le char d'assaut allait être une arme révolutionnaire. Ce qui a Mhm. effectivement été le cas pendant une centaine d'années. La Première Guerre mondiale, c'était une guerre de tranchées. Et c'est vraiment le char d'assaut qui a permis aux Alliés et aux Allemands de pouvoir reprendre une guerre de mouvement. Parce que, ben, avec les chars d'assaut qui opéraient dans le No Man's Land, ils ne pouvaient pas se faire détruire par les tirs de l'ennemi, les mitraillettes, que par les tirs d'artillerie. Donc, ça a permis de relancer le mouvement pendant la Première Guerre mondiale. Et puis là, on arrive, puis la Deuxième Guerre mondiale, le char d'assaut, la tactique allemande de la guerre éclair, qui a été reprise par les forces armées américaines. La Première Guerre du Golfe, ça a été une attaque éclair avec des chars d'assaut. Donc, pénétrer les défenses de l'adversaire, semer la zizanie en l'espace de quelques jours pour facilement remporter la victoire. Donc, le char d'assaut, au cours des 100 dernières années, a vraiment été une arme révolutionnaire qui a complètement modifié la doctrine puis les stratégies des forces armées.
Or, on arrive en 2025, puis beaucoup de personnes disent, maintenant, le char d'assaut est mort. C'est devenu une arme qui est complètement obsolète parce que un char d'assaut, un Abrams, ça coûte à peu près 10 millions de dollars. Mais vous avez un drone de 500 pièces qui peut l'immobiliser puis le détruire. Donc, à quoi Ouais, bon maintenant investir des millions de dollars dans des équipements comme ça, alors qu'on devrait plutôt investir plus massivement dans la fabrication dans les de drones? drones. C'est d'ailleurs l'argument d'Elon Mais Musk et de l'ancien CEO de Google, Eric Schmidt, qui ont dit tous les deux que c'est devenu complètement ridicule d'investir des millions de dollars dans des technologies comme les chars d'assaut ou les F-35 parce que pour une poignée de dollars, on est en mesure là, essentiellement de faire le même travail qu'avec ces équipements de haute technologie. on Euh, semble avoir perdu de vue que les chars d'assaut en Ukraine sont pratiquement absents. Je ne sais pas, j'ai pas ben, suivi cet aspect-là, mais je te- on n'en parle pas comme on en parlait il y a 2 ans, où c'était vite, 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 faut avoir des chars d'assaut. Ça n'a rien changé. Non, ça n'a rien changé parce qu'ils se font détruire par les drones. Il est Ah, estimé que le trois quarts des chars d'assaut russes ou des équipements lourds, ouais, le trois quarts d'entre eux ont été détruits par des drones ukrainiens. ouais. On sait aussi qu'avec des drones sous-marins, la flotte russe sort plus de ses ports de la Ça pue. Crimée. Ouais, Donc, l'Ukraine a repris essentiellement le contrôle de la mer Noire par le biais de drones sous-marins qui ont détruit le navire amiral de la flotte russe, ouais. Le Moskva, il y a plusieurs années. Le pont de Kerch qui relie la Russie à la À Crimée la Crimée. a aussi été atteint à plusieurs reprises par des drones sous-marins. Donc, des gens disent, voici, une marine, une flotte peut être immobilisée à cause des drones, puis vous avez des chars d'assaut qui sont rendus complètement inutilisables parce qu'ils peuvent Ouais, se faire détruire. Parce que la vulnérabilité du char d'assaut, en fait, le char d'assaut, il a été développé, l'armement, la protection, c'est sur ouais. essentiellement Les les côtés. côtés puis le devant. Là Ouais, où les menaces, inévitablement, il y a 100 ans, venaient. Donc, le char d'assaut n'a pas vraiment évolué, surtout au niveau de sa partie supérieure puis le bloc moteur à l'arrière. ouais. Donc, un drone peut être en mesure d'aller cibler les points très vulnérables du char d'assaut, soit de les détruire, soit de les immobiliser, puis il suffit d'en immobiliser un, vous envoyez une dizaine d'autres drones, puis vous finissez le travail. Donc, au Ouais. final, ça vous a coûté 3000 pièces pour détruire un char d'assaut qui vaut 10 millions de dollars. Par Mhm. exemple, les États-Unis ont envoyé à l'Ukraine 31 chars Abrams qui sont considérés comme étant les meilleurs chars d'assaut, beaucoup plus sophistiqués que les chars Léopard de fabrication allemande que le Canada a envoyé. Donc, les Que nous Abrams, avons. Ouais. les États-Unis en ont envoyé 31 et puis il y en a 19 qui ont été détruits. Ouf. Et la plupart ont été détruits par des drones. Ce qui fait en Ouais. sorte que maintenant, les Américains ont demandé aux Ukrainiens de ne plus utiliser les Abrams sur le champ de bataille parce que mauvaise publicité, hein? Pas Euh, mal, pas mal. c'est pas juste pour l'équipement. Donc, les drones peuvent aussi, sont en fait extrêmement meurtriers pour les soldats. Les statistiques que j'ai trouvées, c'est au cours des 2 dernières années, on estime que de part et d'autre, entre 60 et 70 des pertes humaines, des blessures, ont été causées par des drones. Mhm. Donc, c'est vraiment une arme, je veux dire, qui, sur papier, semble vouloir révolutionner la stratégie, parce que, en fait, l'utilisation du drone a mené à une démécanisation de l'armée russe. Parce que si le fait, c'est que le drone peut, vous avez la ligne de front, donc le drone peut survoler la ligne de front et voir Mhm. absolument tout ce qui se passe. S'il y a un soldat qui est planqué dans un trou, il va être tué. Mais c'est la même chose aussi pour le 15-20 km entre la ligne de front et l'arrière de l'ennemi. Donc les Mhm. drones survolent aussi ce Ouais, secteur-là. Et la ouais. démocratisation de l'espace auquel je faisais mention, ils voient exactement ce qui se passe. Donc, si vous avez la Russie ou l'Ukraine qui va envoyer des chars d'assaut sur le front, ben, pendant 15 ou 20 kilomètres, le char d'assaut va être exposé à une frappe de Au drone. complet. C'est la même chose pour les soldats. Donc, ça rend absolument impossible la concentration à grande échelle de troupes, d'équipements, parce que non seulement ils vont être découverts par les drones de surveillance, mais ils vont ensuite être détruits par des drones kamikazes ou des drones qui peuvent lâcher des grenades ou des bombes. Donc ça fait en sorte que maintenant l'armée. C'est peut-être pour ça que l'armée russe envoie des petits groupes Exactement. uniquement. OK. Maintenant, la stratégie de l'armée russe, ça consiste à infiltrer
des petits groupes de soldats qui entre l'arrière et la ligne de front, ce 15-20 kilomètres-là, ça va leur prendre des jours et des jours. Ils vont se planquer, passer de trou en OK. trou. Ils vont utiliser des couvertures thermiques pour cacher l'empreinte thermique Ouais. du Ouais. soldat. Donc, ça va leur prendre des jours et des jours pour atteindre la ligne de front. Et qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils atteignent la ligne de front? Ils infiltrent les lignes ukrainiennes. Et Ouais. là, vous allez avoir deux, trois gars qui vont aller se retrouver dans un appartement derrière les lignes ukrainiennes. Ils vont essayer de cibler les opérateurs de drones, ils vont poser des mines, ils vont mener des opérations de sabotage. Mhm. Question de semer la zizanie derrière les lignes ennemies. C'est Ouais. maintenant ça, la stratégie des forces armées russes. Il n'y aura pas de grandes offensives avec des chars d'assaut parce que Ouais, c'est c'est devenu fini. virtuellement impossible à cause du drone qui peut les surveiller, les découvrir avant de les détruire, avant même qu'ils puissent atteindre la ligne de front. Donc, la stratégie a vraiment été impactée du côté de l'armée russe et la seule vulnérabilité du drone à cet égard-là, puis on l'a vu lorsque les Russes sont entrés dans Pokrovsk, c'est s'il y a du brouillard ou de la Ben oui. pluie. Donc, si le ciel est pas C'est clair, couvert. est Ouais. couvert, là, c'est là où les soldats vont utiliser de l'équipement lourd pour pénétrer rapidement dans les lignes Mhm. ennemies. Mais si le ciel est clair, ils vont être obligés de faire des petites opérations d'infiltration comme celle-là, ce qui explique pourquoi la prise de territoire en Ukraine depuis essentiellement 2024, là, lorsque vraiment les drones ont vraiment fait leur apparition sur le champ de Mhm. bataille, pourquoi la prise de territoire, c'est vraiment à petits pas, c'est quelques centaines de Ouais. mètres. C'est le Et puis, grignotage, du comme. grignotage, c'est ça. Puis ça, c'est causé justement à cause du drone. Donc, on dit que c'est une arme qui révolutionne la doctrine militaire, la stratégie. On a peut-être ici un bon Un bon exemple. exemple. Maintenant, rapidement, les contre-arguments à ça, des gens diraient, bon, oui, il y a quelque chose en apparence révolutionnaire. Le drone, clairement, depuis 2 ans en Ukraine, a vraiment changé radicalement la nature des combats. Maintenant, le drone n'est pas invulnérable lui-même. Mhm. Le drone peut être très vulnérable au brouillage de ses signaux. Et là, maintenant, vous avez les forces armées ukrainiennes et russes de part et d'autre qui développent des contre-mesures. Donc, il y a beaucoup de recherche et développement, d'innovation pour essayer de développer des systèmes de défense qui pourront brouiller les signaux des drones. On pourrait, donc, on ne le sait pas, l'avenir va nous le démontrer, mais on pourrait très Mhm. bien se retrouver dans 2, 3 ans avec une technologie de contre-mesure qui pourrait être tout à fait supérieur au drone lui-même. Puis si ça venait à être le cas, ben, si c'est une révolution, ben, c'est une révolution qui va avoir fait pouf, qui OK. aura duré seulement que quelques années. Ça, c'est le premier point. Puis Puis, oui, vas-y. oui, vas-y. Vas-y. Non, puis le deuxième point, c'est que des gens disent, voici, la guerre en Ukraine, les troupes de part et d'autre, c'est plus une guerre de mouvement. Les troupes sont embourbées de chaque côté du front. Et puis, c'est que des tactiques d'infiltration. Donc, c'est la preuve que le drone ne peut plus favoriser là, des attaques éclairs de style Mhm. Blitzkrieg. Mais je dirais à ça que le conflit en Ukraine est embourbé depuis la fin 2022 avant même que le drone fasse vraiment son apparition de manière massive sur le champ de bataille. Donc, de conclure que c'est à cause du drone que c'est plus une guerre de mouvement, ben, c'est faux. Avant même Mhm. l'apparition, l'utilisation à grande échelle du drone, la guerre n'était déjà plus une affaire de guerre de mouvement. Donc, établir ce parallèle-là me semble un petit peu hasardeux. OK. Et puis, on pourrait très bien se dire une force armée qui aurait une doctrine, une stratégie différente des forces armées russes, donc qui sera en mesure de contrôler le ciel. Par exemple, les États-Unis, ben, si vous contrôlez le ciel, ben, peut-être que là, ça rend le drone, ça fait en sorte que le drone est un outil moins efficace parce que Mhm. vous avez le monopole du ciel en contrôlant le OK. ciel avec votre force aérienne, ce qui serait le cas des Américains dans un éventuel conflit contre n'importe quel autre pays. Donc, on pourrait aussi en conclure que si vous ajoutez cet élément-là dans l'équation, qui n'est pas présente en Ukraine, ben, peut-être que ça permettrait quand même des grands mouvements de troupes et de chars d'assaut sur le champ de bataille, parce que contrairement à la situation actuelle en Ukraine, une autre force armée, les États-Unis en l'occurrence, eux pourraient avoir une maîtrise complète du ciel, et ça pourrait aussi changer la donne. Et bref, c'est Donc, il y a toujours un coup d'avance qu'on peut prévoir parce que tu as l'air de dire que c'est déjà la fin du drone et donc les armées vont devoir réfléchir à qu'est-ce qui va succéder au drone.
Ben, ça pourrait être la fin du drone. Si OK. la technologie de contre-mesure se révèle Oui, plus c'est efficace que le sûr. drone, oui, Mais ça c'est tout peut. le temps comme ça, c'est l'histoire de la guerre, ça, les contre-mesures qui arrivent, la défense, l'offense, C'est etc. ça. Par contre, le char d'assaut, par exemple, lorsqu'il a été développé, il y a des armes de contre-mesure qui ont été développées. Donc, les mines, euh, Oui, les, euh, les, euh, les ravins, donc des trous oui, plus larges que le char d'assaut, dans lequel le char d'assaut tombait, tout simplement. oui, Des bazookas, les Panzerfaust allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, les javelins qui ont été utilisés aussi au début du conflit en Ukraine, c'est des armes de contre-mesure contre le char oui. d'assaut. Mais dans ce cas-là, il y avait quand même un certain équilibre. Oui, les bazookas étaient en OK. mesure de détruire les chars d'assaut, mais malgré tout, en utilisant en grande quantité, les chars d'assaut se révélaient quand même plus efficaces. Donc, on va Mhm, voir, est-ce que le drone, comme le char d'assaut pendant 100 ans, va se révéler plus efficace que des contre-mesures qui vont être développées? Ça, on ne le sait pas. Mais maintenant, le mhm. problème, c'est justement, c'est on ne le sait pas, mais peut-être qu'il y a des gens un petit peu trop optimistes qui sont en train de regarder ce qui se passe en Ukraine, puis ils disent, ah, c'est une révolution militaire et doctrinaire, ça va modifier complètement la stratégie. On arrête d'acheter des F-35, on arrête de développer des chars d'assaut, puis on se lance là, comme des fous dans la fabrication de drones. On investit massivement là-dedans. Or, qu'est-ce qui pourrait se produire dans 10 ans? Cette arme-là pourrait se révéler complètement obsolète aussi. Ah ouais, Ça, ouais. on ne le sait Mais pas. on aurait plus de F-35. Si même c'est très utile, parce que c'est des avions qui sont rendus à des prix Oui, absolument incroyables. oui. Il n'y a plus personne qui a le budget d'en acheter beaucoup. Avant, on achetait des flottes de 150, 200 chasseurs bombardiers. Aujourd'hui, c'est à peine si on peut en acheter 40 ou 60, puis Ben, c'est ça ça. coûte Ça coûte la moitié du budget de la défense. Oui, c'est ça. Puis à 40 ou 50 pour, par exemple, le Canada, pour défendre le Canada, est-ce que c'est Non. suffisant? Ben, Euh, officiellement, c'est 88 qu'on devrait acheter. Le contrat porte sur 88, mais souvent, pendant la durée du contrat, on retranche oui, parce c'est que, ça. parce que les prix n'arrêtent pas d'augmenter. C'est ça. Puis donc, mais si le drone, on parle de petits drones là, de quelques centaines de dollars, mais vous avez Ouais, des très gros drones. Par exemple, l'armée américaine avait utilisé déjà en Afghanistan il y a 25 ans les drones prédateurs ouais, qui volent à 40, ouais, ouais, c'est quand même à des 40 véhicules. c'est ça, à 40-45 000 pieds d'altitude, armés de missiles très, très, très précis. Ouais, Bon, ben, je veux dire, une ça autre coûte paire de cher. Ça manches, coûte là. cher un Ouais, drone prédateur. Puis ça coûte quand même moins cher qu'un F-35. Puis s'il se fait abattre, ben, il n'y a personne dedans. ouais, Ça ouais, aussi, là, c'est le principe de la guerre sans mort, qui est dans une société comme en Occident où la simple vision de la mort ou le retour de soldats dans des cercueils, c'est un événement traumatique, puis ça amène les gens à vouloir demander un repli stratégique parce que ouais, soudainement, lorsque 12 soldats décèdent, c'est inacceptable, c'est la ouais, fin du monde. Dans cette perspective-là, le drone peut aussi être une arme extrêmement alléchante, tentante, parce ouais, qu'il n'y a pas de mort. L'arme n'est que détruite. ouais. Ça veut- On a vu la réaction de l'opinion publique française lorsque le chef d'état-major a dit il faut que la population accepte de sacrifier ses enfants pour, euh, pour défendre la France et peut-être même l'Europe. Donc déjà, là, c'était juste une anticipation. Alors, imagine le jour où le combat commence. Tu sais, on l'a vu en Afghanistan, hein, j'avais déjà fait le Oui, calcul. Avant les premiers morts canadiens en Afghanistan, l'appui pour la mission, c'était majoritaire, c'était au-delà de 50. oui, oui, Puis dès que vous avez eu, il y a eu déjà les 4 premiers morts, c'était un tir ami là, de oui, l'armée de l'air américaine, mais les premiers morts tués par des mines laissées par les talibans, dès la première demi-douzaine de morts, l'appui a commencé oui. à fondre là, comme neige au Et, soleil. et d'ailleurs, je rappellerai pour ceux qui s'en souviennent pas, quand il y a eu ces 4 morts d'un tir fratricide, celui des Américains, évidemment, il y a eu toute une enquête à savoir, ils ont-tu bien Ouais. visé, etc. Ça a été les funérailles nationales au Canada. Il faut se rappeler que la gouverneure générale est allée aux funérailles, qu'on a fait toute une histoire à cause de ces morts-là. Donc, on, nous-mêmes entretenons une psychose de la mort qui est anormale, puisque lorsqu'un soldat rentre dans l'armée, lorsqu'il devient un soldat, ben, il sait très bien qu'au bout du compte, il risque de mourir.
Donc, si en plus on fait de ça Mm. un événement Ouais, cathartique, épouvantable, ouais. ben, on exagère la chose. C'est ça. Mais donc, c'est ça le problème. Ça prend même comme un avantage. Encore une fois, si les contre-mesures des drones se révèlent moins efficaces que le drone lui-même, puis le Canada se décidait de se lancer massivement dans la fabrication, l'achat de drones, bon, ben, ça réglerait beaucoup de problèmes en même temps. Non seulement Ouais, ça finirait par coûter moins cher, on pourrait mener des combats où il n'y aurait pas de morts. Donc, puis on pourrait se défendre de manière plus efficace dans une guerre comme celle dont on peut s'attendre au cours du 21e siècle. Mais le problème, c'est encore une fois, si les contre-mesures se révèlent plus efficaces, on pourrait là investir des ouais. centaines de millions de dollars dans des technologies qui seraient désuètes en l'espace de quelques années, là. C'est ça le problème de tu sais, Alors, prévoir la guerre. On reproche souvent tu sais, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, on disait ah, l'armée polonaise avait une guerre de retard. La même chose pour l'armée française en ouais, 1940. Ils avaient une guerre de retard. C'est facile de dire ça par après. oui, Hein? A oui, posteriori, c'est facile de dire ça, mais sur le ouais, coup, je disais, effectivement, à quoi est-ce que les guerres pourraient ressembler, puis qu'est-ce qu'on pourrait développer comme contre-mesure, puis qu'est-ce que ouais, l'intelligence artificielle pourrait faire aussi là-dedans, dans quelle mesure ça pourrait aussi favoriser le développement du ouais. drone, la fibre optique, etc. C'est c'est comme Faire attention. c'est comme faire un pari au pari sportif, là. On pense peut-être là, que le Canadien va gagner contre les Bruins, mais au final, ça peut virer en Ouais, raclée ouais. de 9-0, là. Les incertitudes. C'est ça. Eh bien, voilà. Donc, parle-nous des aventures de nos grands Alors, voyageurs. ben, nos grands voyageurs, comme on dit, effectivement, au cours de la semaine, il y a eu des déplacements qui me semblent assez intéressants. D'abord, la visite de Poutine à New Delhi, qui n'est pas une surprise, mais quand même, qui a froissé évidemment les Occidentaux. Et puis la visite de Macron en Chine, qui représentait un peu l'Union européenne dans son conflit commercial avec la Chine. Et j'ai trouvé ça intéressant que ces visites-là arrivent à un moment où les Américains et les Russes sont en train de négocier le sort de l'Ukraine. Parce qu'évidemment, dans les deux cas, dans les deux visites, il y a eu bien sûr des discussions commerciales, industrielles, mais aussi diplomatiques et militaires. Alors commençons par Poutine à New Delhi. D'abord, rappeler que l'amitié entre les deux pays existe depuis pratiquement l'indépendance de l'Inde en 1948. Évidemment, euh, à Moscou, c'était l'Union soviétique et non pas la Russie. Mais ce qu'il y a de particulier à cette amitié, comme l'amitié qu'entretient la Russie avec de nombreux pays du Sud global, et ça on l'oublie, euh, c'est le fait que les Russes ont toujours appuyé les luttes de libération nationale dans ce Sud global et qu'aujourd'hui, ils recueillent d'une certaine façon les fruits de cet appui qui a rythmé la vie internationale pendant toute la guerre froide et même au-delà. Donc, Poutine a été reçu avec tous les honneurs en Inde par son grand ami Modi Qui a brisé le et protocole en allant l'accueillir sur le tarmac. en plus, ce dont Justin Trudeau n'a pas bénéficié lors de son célèbre voyage en 2018, où il était même habillé avec des costumes indiens, ça n'a pas fonctionné. Donc, Poutine arrive, il est accueilli avec tous les honneurs, signe de nombreux accords. Et là, on voit dans la presse occidentale une certaine gêne. D'abord, il y a trois ambassadeurs, France, Grande-Bretagne et Allemagne, à New Delhi, qui ont signé une tribune dans un journal indien pour dire que, franchement, la visite de Poutine en Inde s'était déplacée. C'est assez extraordinaire c'est assez extraordinaire de constater comment les Européens n'ont rien compris de ce qui se passe dans la géopolitique mondiale et se comportent encore comme des puissances coloniales qui disent
au premier ministre indien qui devrait visiter son pays. Et moi, j'ai pas vu, par exemple, les trois puissances européennes se plaindre lorsque Mohamed Ben Salman, qui est quand même un sacré criminel, est allé à Washington, reçu avec tous les honneurs par les Américains. Donc, on voit encore la mentalité coloniale. Donc, la presse occidentale n'était pas très contente de cette visite qui n'a pas été très couverte d'ailleurs par cette presse occidentale. Mais c'est une visite aussi où on a dit que Poutine brisait son isolement. Et c'est vrai que si on regarde les statistiques, avant 2022, Poutine, bon an, mal an, visitait une vingtaine de pays. Aujourd'hui, il se rend dans 5 ou 6 pays, pour lui les plus importants, pour sa, sa diplomatie. Mais ce qu'on a oublié de dire dans ces statistiques, c'est que ce sont les chefs d'État qui se rendent en Russie. Mhm. Au lieu d'attendre que le président russe se déplace, le président indonésien, le premier ministre de la Malaisie, le premier ministre du Vietnam, etc., se rendent en Russie pour aller voir Poutine. Et d'ailleurs, vous avez des alliés des Américains qui vont en Russie, comme le premier ministre hongrois, mais aussi Orban. Mhm. le président égyptien, dont le pays reçoit à peu près 3 milliards de dollars d'aide économique et militaire des États-Unis, mais qui fait un pied de nez aux Américains. Donc, ça m'a amusé, cette espèce de, de nez levé sur la visite de Poutine en Inde, qui réaffirme l'amitié, mais c'est pas une visite sans tension, bien entendu, parce que, comme tu le sais, les Américains ont décidé Mhm. d'imposer des surtaxes à l'Inde parce qu'elle achète du pétrole russe. Pétrole qui va continuer à être acheté selon les dernières nouvelles. Donc voilà un peu pour la visite de Poutine en Inde. Évidemment, ils ont parlé de l'Ukraine, mais l'Inde n'a jamais condamné euh, l'invasion de l'Ukraine et continue de répéter qu'il est nécessaire de cheminer vers la paix, Mhm. point à la ligne. La visite maintenant de notre ami Macron, elle intervient à un moment où il y a encore une guerre commerciale de plus en plus vive entre les Européens et les Chinois sur de nombreux dossiers. Et d'ailleurs, le président Macron a tout de suite mis en avant l'importance de cette visite sur le plan commercial en disant ceci. La Chine accroît nos problèmes en redirigeant les flux chinois massivement sur nos marchés. Pourquoi il dit ça? Ben, c'est parce que les surtaxes américaines sur les produits chinois font en sorte que les Chinois se tournent vers d'autres marchés et inondent ces marchés. Et Macron de continuer, aujourd'hui, nous sommes pris entre les deux, c'est-à-dire la Chine et les États-Unis, et c'est une question de vie ou de mort pour l'industrie européenne. Donc les mots ici veulent dire des choses, bien sûr, d'autant plus que Macron s'attendait à ce que la Chine annonce l'achat de 500 avions Airbus, mais ce n'est pas venu parce que semble-t-il que la Chine négocie avec Boeing pour un contrat similaire, en autant, j'imagine, que les Américains lèvent quelques restrictions douanières sur les produits chinois. Donc là encore, un jeu trilatéral qui va pas nécessairement favoriser les Européens, mais enfin, la visite était importante pour Macron. Il fallait surtout marquer le pas avec les Chinois. Sur la question ukrainienne, il n'y a pas eu d'avancée. Tu le sais, évidemment, les Chinois continuent à acheter
du pétrole, du gaz, des matières premières à la Puis Russie, continuer à déverser leurs marchandises en Russie aussi, là, parce en que ce plus qu'on oublie, aussi. c'est que tu sais, le marché russe du véhicule, de la voiture, oui, il y a les Lada, là, mais on s'entend, là, c'est pas tous les Russes qui ont des Lada, là, bien au contraire. En fait, la compagnie est déficitaire. Ouais, La compagnie est déficitaire, mais c'est très étonnant parce que la ville où se trouve l'usine de fabrication des Lada, la ville de ouais, Tolyatti, c'était en 2013 de mémoire, c'était la ville russe qui avait le plus bas taux de chômage. Donc les gens ne ouais, comprennent pas pourquoi la ville où est fabriqué les Lada, qui a le plus bas taux de chômage, mais la compagnie, elle est très largement déficitaire. Pourquoi est-ce qu'elle ne ferme pas? Puis ce qu'on comprend, c'est que le système russe, le capitalisme russe est en partie autoritaire. Donc, il y a une grande partie des profits des compagnies d'État ouais. qui sont détournés, qui sont pris par le gouvernement central pour soutenir financièrement des compagnies Privé. déficitaires. Ah ouais, Pourquoi? Pour empêcher de se retrouver avec des milliers de personnes qui, du jour au lendemain, se retrouveraient sans emploi. ah Parce que ouais, si c'est le cas, ces gens-là descendent dans la rue, puis ils peuvent exiger un changement de régime, là. ouais. Après, petite Est-ce que, parenthèse, mais pour la question des véhicules en Russie, les marques européennes ont cessé de vendre des véhicules en Russie ben depuis oui, voilà. 2022. Qui maintenant a pris la relève? Est-ce Les que tu as, voitures est-ce que tu as, chinoises. est-ce que tu as dit que les Lada étaient fabriqués dans la ville de Togliatti? Togliatti. Togliatti. Togliatti, ah oui, Togliatti. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais une monotown. Donc, c'est ouais, une ville où il n'y a qu'une seule entreprise, c'est l'ADA. ouais, Ils ont un club dans la Ligue continentale de Russie qui s'appelle le l'ADA. ok, très Je les ai bien. déjà venus, ils ont déjà joué à Ouais, Astana, je suis allé les on voir a, jouer. Ils sont aussi poches que leur voiture, ok, je dois le bon, préciser. Mais donc, c'est ça, donc, la Chine déverse dans le marché russe ouais, des centaines de milliers de véhicules qui sont donc, subventionnés par le gouvernement chinois, donc qui coûtent beaucoup moins cher, qui sont très, très, très abordables pour ouais, le pour consommateur russe. le compte. Donc, finalement, la Russie est en train de tomber dans les raids de la Chine, là. Ce qui est un petit C'est peu ça. inévitable, hein, Oui, 140 oui. millions d'habitants versus 1,4, 1,5 Et, milliard. et, Puis le et plus de marché, marché avec l'Europe, c'est très difficile. Alors, une vassalisation voilà, de la Russie. voilà, c'est Ouais. et le terme qu'on utilise. Et donc, euh, Macron a fait son tour de piste en Chine. Est-ce que ça va donner lieu à un apaisement des relations avec la Chine? On le verra, mais c'est sûr que le poids de l'Europe, surtout lorsque les Européens sont divisés, parce que on parle toujours de l'Europe, mais il y a quand même 27 entités souveraines au sein de l'Europe. Et par exemple, les Allemands tiennent beaucoup à leur marché avec la Chine. Et comme le dit Macron lui-même, les Allemands ne sont pas totalement sur notre ligne sur de nombreux dossiers avec la Chine. Donc, quand vous arrivez en ordre dispersé, ben, évidemment, un grand pays comme la Chine ou les États-Unis ben, jouent les uns contre les autres. Ah oui. On le voit même dans la négociation sur l'Ukraine, où vraiment les Américains ont décidé de tasser les Européens tout en faisant semblant de les consulter, parce que on ne voit Mhm. pas où cette consultation a mené à des avancées et pour l'Europe et Ouais. pour l'Ukraine. Profiter Donc, de je pense, profiter de la division, semer la division, la zizanie pour mieux voilà. régner, hein. Donc, je pensais que c'était intéressant de revenir et Mhm. de parler de ces voyages croisés pour Ouais. voir comment euh, les grandes puissances, c'est-à-dire la Chine et les États-Unis, finalement mènent le jeu sur la planète. Dis-moi, est-ce que Emmanuel Macron, maintenant, ben, il est condamné là, à son rôle de chef d'État, là, comme Voilà, jusqu'en 2027. comme ben, il y a pas une cohabitation, mais disons que c'est plus vraiment lui le maître du jeu là, sur le plan législatif en France, avec ce qui se passe Ben, depuis la c'est pour ça que dissolution ratée. Donc, il est obligé de se concentrer sur sur la politique la- étrangère. qui est clairement, dans ce cas-ci, en France, en vertu de la Constitution de 58, vraiment une prérogative exclusive du chef d'État. Donc, c'est pour ça qu'il voyage beaucoup de plus en plus à l'étranger. Mais
comme il arrive en fin de mandat, il ne peut pas se représenter. Peut-être qu'il pourra se représenter en 2032. Ouais, Euh, peut-être. mais est-ce qu'on le prend encore au sérieux? Est-ce que c'est encore un Ben interlocuteur écoute, dont la voix porte? le pouvoir en France est concentré à l'Élysée, une bonne partie du pouvoir. Et je raconterai une anecdote là-dessus. Un jour, je rencontre Raymond Chrétien, que tout le monde connaît. Il a été ambassadeur en particulier à Washington et à Paris. Et je lui avais demandé quelle est la différence entre les deux capitales. Et puis il m'a dit, euh, à Paris, c'est un peu les vacances, parce qu'il n'y a qu'un centre de pouvoir en France, c'est l'Élysée. Et tout tourne autour de l'Élysée. À Washington, on travaille 25 heures sur 24 parce que les centres de pouvoir sont très nombreux. Ils vont évidemment de l'exécutif au législatif au judiciaire, mais aussi les grands médias, les lobbies extrêmement puissants et toute une kyrielle d'ONG ou d'autres organisations qui tentent d'influer le pouvoir et qui sont souvent le pouvoir. Et donc, il faut être au Faut être four et au partout. moulin Ouais. continuellement et ce qui nous oblige à avoir un staff diplomatique assez nombreux, parce que nous-mêmes sommes en compétition avec 185 ambassades qui, elles, tentent aussi d'attirer l'attention de tous ces pouvoirs. Donc, Macron reste une pièce essentielle et centrale du dispositif français, mais c'est sûr qu'il perd de plus en plus de son pouvoir, ne fût-ce que parce qu'il arrive à la fin du Ben mandat. oui. Même s'il y avait un premier ministre avec une majorité et tout, ben, C'est c'est un lame duck comme aux c'est ça, États-Unis. c'est un canard boiteux. Euh, Parce qu'on sait. Comme aux États-Unis, l'année prochaine, Mhm. Trump va être un lame duck, surtout s'il perd la majorité dans les deux chambres. Ouais. Ouais. OK. Voilà, mon cher. Puis on parle beaucoup d'un remplacement de Stéphane Dion. En parlant Ah, de Paris, un remplacement de Stéphane Dion. Le nom de Mélanie Joly circulait dans les médias il y circule, a. ouais. Ouais, elle a C'est une fait. possibilité. Maintenant, ça voudrait dire que l'ambassade du Canada à Paris est dorénavant aux mains d'anciens politiciens. Alors qu'habituellement, il y avait toujours une alternance entre un politicien puis ensuite un diplomate de carrière. Et même chose pour Washington. À Washington, en ce moment, nous avons une diplomate de carrière, mais on a longtemps eu aussi des politiciens. Mhm. Et donc, moi, je m'attendais à ce que ça soit un diplomate de carrière qui aboutisse à Paris, parce que c'est la tradition, mais aussi parce qu'il faut lancer le message à à notre diplomatie, à ces diplomates qui travaillent dans ce sens-là, qu'un jour ou l'autre, ils peuvent aboutir dans une grande ambassade et que celles-ci ne sont pas exclusivement aux Ouais, mains ouais. des politiciens. Alors, on Mais verra dans les ce prochaines n'est qu'une semaines. rumeur, hein. Ce n'est qu'une rumeur Oui, mais qu'elle a démenti, ouais. mais bon, Mais c'est une rumeur qui pourrait se concrétiser parce qu'effectivement, Dion arrive au terme de son mandat qui finalement suivait le mandat présidentiel. Donc, c'est peut-être pas nécessairement en 2026 qui sera remplacé, mais ça pourrait être hum, au début 2027 ou après l'élection présidentielle. ouais. Mais ce qu'on raconte beaucoup à Ottawa, c'est qu'un gros remaniement ministériel se prépare au cours des prochaines semaines, donc au début du mois de janvier. Donc, on peut s'attendre à voir partir Chrystia Freeland, qui est Elle déjà, est déjà, qui est déjà. elle Ben, n'est plus ministre. mais elle pourrait démissionner comme députée. Donc, elle pourrait Oui, complètement, carrément quitter la politique. et d'ailleurs, c'est peut-être déjà fait parce qu'elle va Euh, déménager à Oxford ouais, c'est pour ça. occuper un poste Je pense dans une qu'on, grande ONG. je pense que le Rhodes, les fondations Rhodes, je Oui, pense que c'est ça. la date d'entrée en fonction, ce que j'ai vu, je crois que c'est mai ou juin 2026. Donc, Oui, c'est sûr au cours des prochaines semaines, des prochains mois, elle va quitter la politique. oui, Mais donc, le nom de Mélanie Joly qui circule, qui est encore beaucoup trop collé à l'héritage trudeauiste, peut-être, qui a oui. été très utile à Carney pour remporter la course à chefferie du Parti libéral. Elle l'a appuyé.
Mais peut-être que maintenant, elle va devoir céder sa place à quelqu'un C'est d'autre. possible. Et puis, moi, c'est ce qui m'a donné un petit peu la puce à l'oreille, le nom de Stephen Guilbeault circulait aussi comme étant quelqu'un sur son départ. Puis moi, j'ai plutôt l'impression, parce qu'il a démissionné il y a une semaine de ça Ouais. environ, moi, j'ai l'impression qu'il sentait la soupe chaude. Il sentait que son, euh, sa limousine, qu'elle allait perdre sa limousine au cours des prochaines semaines et Mais qu'il a profité d'une question de principe pour mhm. pouvoir se retirer justement sur une question de principe, garder une forme de virginité politique pour pouvoir peut-être mieux rebondir au sein d'organisations environnementales dans l'avenir, ou peut-être... Pourtant, il a dit qu'il restait député, alors que mais va-t-il rester député? Oui, Alors que Chrystia Freeland a bien dit qu'elle quittait son siège de député. OK. Mais Stephen Hein? Guilbeault va-t-il rester député libéral? Ben, je pense qu'il ne voudra pas que le gouvernement tombe sur une question. Évidemment, un indépendant peut voter la confiance du gouvernement, C'est ça. mais il ne voudrait pas être perçu comme celui qui a accéléré la chute de son gouvernement. En tout cas, on verra. On verra. On est loin des affaires internationales, mais enfin, je pense qu'on a Oui, fait oui, ben oui, c'est ça. une bonne conversation Ouais. aujourd'hui. On peut parler rapidement là, des ciblages de bateaux vénézuéliens Ah oui, c'est par, vrai. par les États-Unis. Écoutez, bon, beaucoup de bateaux ont été ciblés par des frappes de drones, on en parlait tout à l'heure, par l'aviation américaine. Donc, on a vu les images. Bon, les images qui ont circulé, on s'entend que ce n'étaient pas des bateaux de plaisanciers, là. Non, Lorsqu'on non. met sur les images, il y avait clairement là, des barils, tu sais, qui recouvraient à peu près 95% de la surface du bateau, là. Donc, on peut légitimement penser qu'effectivement, il y avait de la drogue dans ces barils-là. Maintenant, la question, euh, est-ce que ça donne le droit aux États-Unis de détruire ces embarcations-là, de tuer des individus? Euh, si je pense que techniquement parlant, oui, c'est un crime. Maintenant, dans les faits, on s'entend que depuis 30 ans, surtout dans le courant de la lutte contre le terrorisme, on a vu beaucoup d'exécutions ou d'assassinats extraterritoriaux, que ça a été au Pakistan, en Afghanistan, en Somalie, au Yémen et compagnie. Donc, des gens suspectés d'être membres d'Al-Qaïda ou de groupes terroristes qui étaient assassinés à distance par des drones. Donc, c'est une réalité qui existe depuis 25 ans, on va dire. Et puis, ça n'a allé qu'en s'accélérant. Ça avait commencé sous l'époque Bush. Je pense que le président américain qui détient le record du plus grand nombre d'exécutions extraterritoriales, c'est Obama, qui a multiplié le recours aux frappes de drones. Bon, je pense que il y a ce que le droit international dit, il y a le comportement des États, puis souvent, il n'y a pas il y a pas d'adéquation nécessaire entre les deux. Je Bon, ne veux pas t'interrompre, mais je pense que les exécutions extrajudiciaires ont longtemps été une spécialité israélienne. oui, aussi. C'est un peu eux qui ont donné Ouais. le coup d'envoi à ça. Alors, Mais par contre, je ferme la voilà. parenthèse. Mais par contre, je dirais par rapport à ça, oui, les Israéliens, surtout après le coup de Munich en 72, les Voilà. athlètes israéliens assassinés. Et je pense que c'est là toute la différence entre, historiquement, le recours aux assassinats extraterritoriaux par les Israéliens et les Américains. Dans le cas des Israéliens, ils ont toujours utilisé ce qu'on appelle des frappes personnelles. Donc, Oui, ils c'est vrai. ciblaient des individus dont ils savaient ou soupçonnaient, avaient des preuves qu'ils étaient impliqués dans des groupes terroristes. Tout à fait. Et lorsqu'ils frappaient, ils s'assuraient que la personne était seule, qu'il n'y avait pas de civils Ouais. aux alentours. Dans le cas de Munich, ça a amené par contre à des erreurs sur la personne. Je pense à Lillehammer, c'était un citoyen Ah, canadien, je pense, de mémoire, qui a été. peut-être. Il y a eu une méprise. Il pensait que c'était un des terroristes, puis le type avait absolument rien à voir là-dedans, donc il a été assassiné par le Mossad. Mais non, les Israéliens ont toujours fait en sorte de mener des frappes personnelles. Tandis Ouais. que les États-Unis, on a beaucoup fait le procès des drones et des frappes extrajudiciaires comme ça pendant les 25 dernières années en disant, mais ça a tué des milliers et des milliers de personnes qui étaient Au carrément innocentes. Pakistan? Au Pakistan, des personnes qui étaient innocentes. Ouais. Et donc, ça fait du drone une arme immorale parce que ça tue des civils. Un instant.
Dans ce cas-ci, c'est comme un couteau à steak. Si le couteau à steak, vous ne l'utilisez que pour couper votre steak, il n'y a pas de problème avec le couteau à steak. Mais si vous l'utilisez pour aller poignarder des gens dans la rue, il y a un problème, mais pas avec l'arme en tant que telle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est si vous utilisez le drone ou le couteau d'une manière convenable, donc il y a pas de risque ou on minimise les risques que des civils soient tués dans le processus. Et Mhm. le problème avec les Américains, c'est qu'ils n'ont pas privilégié des frappes personnelles, ils ont plutôt privilégié des frappes de signature. Donc, des frappes de signature, c'est vu de 40 000 pieds d'altitude, si un individu identifié, dont on ne Mhm. connaît pas l'identité, a un comportement jugé suspect, Ah ben, ouais. ça permet à l'opérateur de drone de lancer un missile sur lui. Puis évidemment, c'est là où vous avez eu des tragédies. Par exemple, une des plus célèbres au Pakistan, vous aviez une trentaine de Un gars. mariage. Ben oui, ils tiraient avec des kalachnikovs en l'air. Ben, c'est sûr que Ouais. vu de 40 000 pieds, ça a l'air d'un camp d'entraînement de terroristes. Ben, ils ont largué une bombe sur les gens en question, mais ça donnait que c'était des gens qui participaient à un mariage traditionnel. Ouais. Absolument Ouais. pas des terroristes, il n'y avait rien à voir avec Al-Qaïda ou n'importe quel autre groupe terroriste. Ils ont été tués. C'est là le problème. Donc, Ouais. pour la question des frappes sur les bateaux vénézuéliens, j'espère simplement que les règles d'engagement, si on veut, ont été beaucoup plus resserrées et qui ne font pas juste frapper des bateaux qui ont un comportement ou une allure un peu suspecte. Parce que si Mhm. c'est le cas, là, on augmente le risque de tuer des gens qui n'ont absolument rien à voir avec le trafic de drogue. Donc, j'espère qu'au moins, avant de frapper, il y a du travail d'intelligence qui permettent de valider qu'effectivement, le bateau en question transporte de la drogue et qu'en conséquence, il y a une raison légitime de le Mhm. détruire avant que la drogue se retrouve sur le territoire américain. Mais bon, c'est Voilà. ce que je peux dire sur Ben, ce je sujet, pense que là. tout est dit là-dedans. Alors, on va suivre l'enquête et tout. Ouais, puis tu vois, on va suivre aussi ce qui va se passer au Venezuela. On voulait la semaine passée parler de la question d'une éventuelle peut-être invasion par les Américains qui Ouais. semblait il y a une semaine de ça être imminente. Puis bon, on a manqué de temps, on n'en a pas parlé. Puis une chance qu'on n'en a pas parlé parce qu'on est une semaine plus tard, puis il n'y a Ouais. toujours pas eu d'invasion du Ouais. Venezuela. Donc, Je pense que les Américains vont y penser à deux fois, hein. ouais, c'est ça. Quoi qu'ils ont déjà fait le coup en 89 au Panama, hein, pour des raisons essentiellement Oui, mais similaires, là, mais c'était leur canal. oui, Alors, oui, c'est pour eux, ça. c'était important, là. Ouais. Voilà. Bon, ben écoutez, sur ça, on va vous dire au revoir. Et puis, j'en dis pas plus, mais si tout se déroule comme prévu, la semaine prochaine, ce sera notre bilan de l'année. Donc, on aura un invité spécial qui nous accompagnera pour Ouais. discuter de l'année 2025. Donc, j'en dis pas plus pour l'instant. Un invité que vous aimez bien. On y travaille, on y On- travaille, donc on espère que voilà. ça va se concrétiser. Donc, c'est notre objectif pour la semaine prochaine de faire le bilan de l'année. Donc, l'émission sera un petit peu plus longue que d'habitude. Je crois que l'année dernière, on avait fait 1 heure et demie, quelque chose comme Peut-être, oui. ça. Donc, exceptionnellement, l'émission de la semaine prochaine sera un triumvirat, une durée un peu plus longue que nos épisodes précédents. Donc, sur ça, ben, on vous souhaite une très bonne semaine et puis ça nous fera plaisir de vous revoir en grand nombre la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.